Avec nous, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Ferrand ? Oui, je vous entends très bien. Et vous êtes le président d'une Assemblée nationale qui n'a plus de groupe majoritaire ce matin, puisqu'on l'a appris il y a quelques minutes. 7 députés de La République En Marche rejoignent le nouveau groupe qui est créé, Écologie, Démocratie, Solidarité. Vous n'avez plus la majorité absolue à La République En Marche. Est-ce que c'est un coup dur pour le président Macron et ses plus proches dont vous êtes ? Non, moi ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui la majorité a toujours la majorité, puisque, comme vous le savez, la majorité parlementaire repose à la fois sur La République En Marche, mais aussi sur le groupe du MoDem, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une majorité de 340 membres. Donc j'espère simplement que ce nouveau groupe trouvera son utilité, c'est tout. Mais symboliquement, est-ce que ce n'est tout de même pas un événement que La République En Marche, qui avait, rappelons-le, près de 315 députés en juin 2017, se retrouve aujourd'hui avec 288 députés, une voix en dessous de la majorité absolue? C'est quand même un signe, c'est un tournant dans le quinquennat, monsieur Richard Ferrand. Je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Vous savez, la politique, c'est pas que des symboles, ce sont des actes. Et si on veut bien regarder ce qui est aujourd'hui l'actualité, ce n'est pas la création d'un groupe. Vous savez, il y en a eu jusqu'à 16 sous la République aussi quelques décennies. Donc ce n'est pas le sujet. La vraie actualité aujourd'hui, c'est que la force de conviction d'Emmanuel Macron permet que l'Europe, avec Mme Merkel, ils l'ont dit hier, s'engage pour redresser notre économie. Ça, c'est important. Ensuite, les tribulations de la vie parlementaire, elles sont anecdotiques. Mais vous parlez de la force de conviction d'Emmanuel Macron, elle n'a pas été suffisante pour retenir, malgré tout, ces hommes et ces femmes politiques qui quittent le navire, alors que justement, l'état de la vie générale opère aujourd'hui un tournant social, disent certains, avec l'ouverture des vannes budgétaires, avec l'aide aux plus démunis. Pourquoi choisissent-ils, selon vous, ce moment-là pour quitter La République En Marche, ces députés ? Eh bien, je vous laisserai le soin de leur poser précisément cette question. Moi, je ne suis pas en train de sonder les cœurs et les reins des députés. Vous savez, il y avait quelques députés qui étaient non inscrits, ils étaient donc dispersés, ils ont décidé de se regrouper, c'est leur droit, et la vie parlementaire va continuer, la vie de la majorité aussi, et en toute sérénité. Mais est-ce que vous leur reprochez de le faire à ce moment-là ? Est-ce qu'il y aurait eu un moment plus opportun pour reprendre une telle initiative politique, Richard Ferrand ? Vous savez, se diviser, c'est toujours mauvais, le faire dans un moment où il faut justement être fidèle à la démarche initiale qui est le rassemblement, qui est le dépassement des clivages, qui est faire en sorte qu'au fond, toutes les forces politiques puissent s'unir pour relever les défis qui sont les nôtres. Évidemment, ce n'est pas le moment le meilleur, mais écoutez, chacun prend ses responsabilités, l'histoire jugera, mais quoi qu'il en soit, la majorité reste la majorité. Mais est-ce que cela ne signifie pas la fin du « en même temps » qui est un petit peu l'ADN de La République En Marche, du parti fondé par Emmanuel Macron ? Ce sont des députés qui se revendiquent de gauche, qui viennent du Parti socialiste, comme vous-même, qui quittent aujourd'hui le navire et qui considèrent qu'on ne peut pas être de droite et de gauche. Vous le pensez toujours ? Non. D'abord, je n'ai pas fait l'étude aussi rigoureuse que celle que vous semblez avoir faite, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sont pas des députés qui viennent tous, soit de la gauche, soit du Parti socialiste. Ça me paraît inexact, mais une fois encore, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce groupe trouve son utilité, et ce qui est important, c'est que nous soyons en situation de redresser notre pays. Ce n'est pas ça l'actualité. Ce groupe trouve son utilité, vous parlez du nouveau groupe, vous souhaitez qu'il serve en quelque sorte d'aiguillon au gouvernement ? Non. Écoutez, ils vont nous expliquer pourquoi ils se créent, et ce que je souhaite, c'est qu'ils soient utiles au pays, c'est tout. Vous l'avez dit vous-même, la majorité absolue, vous la gardez grâce à vos alliés, notamment du MoDem. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra tenir davantage compte de leurs avis ? Vous savez que François Bayrou s'est souvent plaint que son parti ne joue finalement que les supplétifs dans cette majorité et qu'il ne pèse pas sur les décisions du gouvernement. Est-ce que cela va changer, Monsieur Ferrand ? Non mais écoutez, moi je n'ai pas envie de passer le réveillon sur ces sujets-là. Il y a quand même d'autres sujets un peu plus sérieux qui méritent notre attention, notre concentration. Moi, je crois que François Bayrou et ses amis font naturellement partie intégrante de la majorité. Ils contribuent à la politique de la majorité. Et que je sache, d'ailleurs, il n'y a jamais eu la moindre défection dans cette majorité de la part des uns ou des autres. Donc, il ne faut pas faire de fiction. Mais en revanche, il y a eu des déclarations des uns et des autres, et notamment au MoDem. Écoutez, je crois véritablement. Nous sommes au lendemain d'un engagement majeur de l'Europe pour notre pays. Nous sommes en pleine crise sanitaire
Et nous n'allons tout de même pas passer l'intégralité de notre entretien Certainement pour gérer des tribulations de la vie parlementaire. Ce que je vous dis simplement, un groupe de personnes dispersées voit le jour. Je souhaite que ce groupe soit utile au pays. Et pour le reste, je vous confirme que la majorité est majoritaire. Les tribulations de la vie plus un mot à rajouter. Très bien. Est-ce que, pour savoir simplement, est-ce que le calendrier législatif sera modifié désormais du fait que la géographie de l'hémicycle change? Est-ce que ça changera quelque chose aussi à la politique du gouvernement, née aussi de la crise du Covid-19? Comme vous le savez, le président de la République a eu l'occasion de dire qu'il fallait se réinventer, qu'il fallait notamment accélérer en tout cas, un certain nombre de chantiers qui étaient déjà ouverts, comme celui de l'hôpital. Évidemment que cette crise va permettre de tirer un certain nombre d'enseignements, mais l'urgence, elle est à la fois de sortir de la crise sanitaire et aussi de faire en sorte que notre économie se relève de cette épreuve. Parce que derrière les enjeux économiques, il y a des femmes et des hommes qui risquent le chômage. Et bien précisément, nous voulons éviter cela et renouer avec ce qui était la situation d'avant le Covid-19, c'est-à-dire une baisse du chômage qui était nette et une économie qui était plus vertueuse et en pleine expansion. Donc il nous faut retrouver cela après l'épreuve que nous sommes encore en train de traverser. Et il faut donc anticiper cette phase-là. Richard Ferrand, parmi les textes législatifs qui avaient été mis de côté en attendant la fin de la crise sanitaire, il y a, on le sait, le projet de loi sur les retraites. Est-ce qu'il faut le mettre définitivement entre parenthèses? Est-ce qu'il faut attendre d'arriver plutôt, est-ce que ce projet verra le jour avant la fin du quinquennat, selon vous? Est-ce que vous le souhaitez en tout cas? Écoutez, moi ce que je souhaite prioritairement, c'est qu'on sorte de cette crise sanitaire, que l'on renforce l'hôpital, et le ministre Véran s'y attelle et a annoncé ouvrir des travaux dès maintenant pour, dès juillet, accélérer les processus qui ont été mis en place. Ce que je souhaite, c'est que l'on accompagne, comme le fait le gouvernement par la voix de Bruno Le Maire, que l'on accompagne les entreprises pour qu'elles puissent amortir le choc qu'a représenté l'interruption de l'activité pendant 2 mois. Ce sont ceux-là les priorités, et ensuite, nous verrons bien quand d'autres sujets pourront être réabordés. Mais véritablement, cet enjeu, il est là. C'est cela, j'en suis convaincu, que les Français attendent de nous. Il y aura une traduction au Parlement, vous en parliez à plusieurs reprises au début de cet entretien, de l'engagement pris par Angela Merkel et Emmanuel Macron hier lors d'une conférence de presse commune. Quelle traduction cela aura en termes législatifs, en termes de politique menée par le gouvernement dans le pays, selon vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? D'abord, hier, je me suis longuement entretenu avec Wolfgang Schäuble, qui est le président du Bundestag. Nous allons précisément saisir l'Assemblée franco-allemande que nous avons créée. Et il va de soi que les moyens qui seront mobilisés par la Commission européenne vont être fléchés vers des priorités d'investissement. Et donc, naturellement, il y aura un débat pour savoir quelles sont les priorités d'investissement, selon quelles modalités, pour faire en sorte que notre économie reparte du bon pied. Mais la bonne nouvelle, c'est cet engagement commun des pays européens de décider ensemble, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, de se saisir véritablement des enjeux économiques qui sont devant nous et évidemment, comme cela a été dit, de faire en sorte que l'on ait une croissance qui garantisse notre souveraineté dans de nombreux domaines et que la dimension environnementale soit bien prise en compte. Richard Ferrand, un avis est très attendu ce mardi, c'est celui du Conseil scientifique sur la tenue du second tour des élections municipales. On sait que ce Conseil scientifique, il ne décide pas à la place du gouvernement, mais il oriente les décisions. Quel est votre avis? Faut-il, comme le réclament par exemple 36 maires de grandes villes, dont celle de Paris, Madame Anne Hidalgo, organiser ce second tour des élections municipales avant l'été? Écoutez, plusieurs questions se posent. D'abord, le Conseil scientifique, soit il dit qu'il juge dangereux de faire ces élections en juin, auquel cas, évidemment, elles ne pourront pas se tenir. Soit il considère que ce serait possible. Et à partir de là, la question redevient éminemment politique. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est raisonnable d'envisager, fin juin, des élections, alors même que les campagnes ne peuvent pas se dérouler, puisqu'on ne peut pas réunir plus de 10 personnes. On ne peut guère faire du porte-à-porte masqué, si je puis dire, sans pouvoir saluer les uns et les autres. Parce que la démocratie, ce n'est pas que le vote. La démocratie, c'est les campagnes qui permettent des débats, confrontations,
qui permettent au fond d'expliquer ce que l'on veut faire ou ne pas faire dans une commune. Donc je m'interroge sur le fait de savoir s'il est raisonnable de faire ça si vite. Bon, ensuite, évidemment, d'autres sont tentés d'aller vite, je les comprends, ce sont essentiellement les sortants qui se disent au fond, moins d'autres feront campagne, mieux je me porterai, Oui. mais le risque est alors qu'il y ait une abstention extrêmement élevée. Donc la décision est très difficile à prendre, elle revient évidemment au gouvernement. La tentation pourrait être de dire, puisque c'est permis, faisons cela tout de suite. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut souhaiter à notre démocratie. Moi, j'avais une tendance naturelle à penser que, au fond, les différentes échéances pouvaient être toutes, y compris les échéances sénatoriales, repoussées d'une année. Donc Ça me paraissait sage et ça me paraissait surtout de nature à permettre aux élus qui sont en place de faire face à tout ce à quoi ils doivent faire face aujourd'hui, sur les écoles, sur le redémarrage économique, je le disais. Donc il me semble que ceux qui sont en place ont beaucoup à faire, et ceux qui sont en concurrence n'auront pas le temps d'exposer leurs propositions. Donc on entend bien votre avis. Juste une précision, Monsieur Ferrand. Oui. Si on vote à l'automne, plus de 6 mois après le premier tour, qui a eu lieu, rappelons-le, le 15 mars, est-ce qu'il sera concevable d'organiser juste le second tour? Il faudra revoter pour les 2 tours. Une réponse rapide, s'il vous plaît. Non, là-dessus, le Conseil constitutionnel est clair. Si c'est en juin, un tour suffira. Si c'est au-delà, à quelque date que ce soit, pour les communes qui n'ont pas élu leur maire, soit à peu près 5000, il faudra refaire 2 tours.